Roule avec Driver, un dimanche de plus, pas un dimanche de trop. Je suis avec mon pote Hugo à la technique, comment tu vas? Ça va et toi Driver? Ça va en pleine forme. Donc, cette fois-ci, bon, la semaine dernière, on s'est attaqué au célèbre gros, hein, quand on doit traduire mot à mot le Notorious Big. Eh ben là, on va s'attaquer à un autre gros morceau, c'est Rick Ross, même s'il a beaucoup maigri depuis. On va parler de Rick Ross, enfin, pas directement de Rick Ross, on va parler de Rick Ross, son label en fait, qui est Maybach Music Group, MMG, et de tout ce qu'il a fait dedans, parce que finalement, même si ça a été sur une courte durée, je dis pas que le label n'existe plus, il existe toujours, ça a été intense. Donc, pour commencer, pour bien se mettre dans cette ambiance, Maybach Music, Maybach c'est une voiture qui coûte très cher. Voilà, il a choisi d'appeler son label comme ça. Lui, contrairement à d'autres, il n'a pas eu de problème pour utiliser le nom. Je ne sais pas comment, pourquoi. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que c'était un peu son label, c'est du luxe. C'était ce qu'il voulait dire. Et la première fois qu'il a parlé de Maybach Music, c'était sur son deuxième album qui s'appelle Thriller. Et le morceau s'appelait Maybach Music. Et c'était featuring Jay-Z. Je me rends compte que dans cette émission, j'ai toujours pas fait une spéciale Jay-Z, mais je parle énormément de Jay-Z. Je crois que dans toutes les émissions, en bien, en mal, tout ça, on parle toujours de Jay-Z. Donc voilà, une fois de plus, Jay-Z. Mais bon, on va se concentrer sur Maybach Music et bien sûr le père fondateur de ce label, Rick Ross. Rick Ross, c'est un mec qui a une vision, mais on s'en rend pas compte. C'est un mec qu'on ne voit pas arriver. Rick Ross, c'est comment dire, dans ce game de quand on est des collégiens et que on cherche enfin à attraper nos premières fiancées et tout ça, on va dire que Rick Ross c'est le bon copain. C'est pas le mec qu'on voit tout de suite, oui, il va serrer toutes les filles du collège, non. Lui c'est bien, t'es un mec, c'est ton pote, c'est cool. T'es une meuf, c'est ton confident, tout, c'est cool. La friend zone. C'est un peu ça, mais dans le rap. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mec de Miami. À ce moment-là, à Miami, il y a un label qui cartonne tout. C'est le label Slip and Slide. Parce qu'ils ont signé Trick Daddy, qui cartonne, qui marche sur l'eau à ce moment-là. Et ils ont signé Trina, qui est une rappeuse aussi, qui cartonne, qui est un peu la suite des Lil Kim et Foxy Brown, qui était un peu en perte de souffle, tout simplement, et perte de vitesse. Et il y a Trina qui vient sur le même créneau, mais en plus sexe encore. Et elle est signée sur ce label Slip and Slide. C'est Trick Daddy ou Trina, c'est deux artistes de Miami. Et ils cartonnent énormément. Et ce label, en fait, ils signent d'autres artistes comme Juice Papi, comme Trey Plus Six. Et ces artistes-là, ils marchent pas. Donc en fait, ils cherchent vraiment la prochaine star, parce que c'est bien d'avoir Trick Daddy et Trina, mais ils se disent à un moment, ça va s'essouffler, et il nous faudra la suite. Et il y a ce mec d'un quartier de Miami, d'un ghetto de Miami qui s'appelle Carol City, qui s'appelle Rick Ross, et qui tourne autour de Slip and Slide, et surtout qui écrit des textes pour Trina. C'est un ghostwriter et tout, et un jour Trina, elle fait un duo avec lui, elle lui donne de la lumière. Le morceau se retrouvera sur la bande originale d'un film qui s'appelle All About the Benjamins, avec Ice Cube et Mike Epps qui jouent dedans. Et du coup, le morceau de Trina est clippé. Et donc c'est le premier clip de Rick Ross que nous on peut voir. Et on voit un mec assez gros et qui met des maillots de basketball serré, je sais pas si c'est par choix, mais du coup ça on ressort beaucoup. Oh attention, pas de discrimination, je suis pas en train de me moquer, je fais partie de cette famille des gros, donc il y a pas de problème. Rick Ross c'est un frère, mais voilà, il est là, il a pas encore sa grosse barbe, il a pas ses lunettes de soleil, il a des yeux globuleux, donc on voit pas du tout la future star du rap américain, on voit pas du tout ça. Et la légende dit que Memphis Bleek de Rockefeller, le label de Jay-Z, hein, encore une fois on parle de Jay-Z, à un moment il perd sa grand-mère, il me semble, il est vraiment pas bien, il déménage de New York à Miami. Donc il commence à bosser sur son nouvel album qui s'appellera M.A.D.E.
Et bien sûr, il est à Miami, il a toute la mouvance du Sud qui est en lui, là, à ce moment-là, donc Trick Daddy, T.I., tout ça, c'est les gens qui cartonnent dans le Sud. Et lui, il est là, il écoute la radio, il va en strip club, il va en club, il voit que tout ce qu'il entend, c'est des trucs qu'il entendait pas spécialement à New York. Il voit vraiment qu'il y a des gens dans le Sud, c'est des superstars, alors qu'à New York, on n'en entend pas spécialement plus parler, ou alors très peu. Et donc, il découvre en fait vraiment la musique du Sud et il kiffe. Et un jour, il se retrouve en studio avec plusieurs gros artistes du Sud, et il y a ce mec Rick Ross qui est là, qui est pas une star encore, qui est là, et à un moment dans la session studio, il y a des gens qui sont là dans ces salles d'attente, et pour y avoir mis les pieds un peu aux États-Unis, c'est là que tout se passe, hein. Et quand il y a un mec qui est en cabine en train d'enregistrer, il y a toujours plein de rappeurs, plein de beatmakers qui sont là dans le hall et qui attendent, qui cherchent leur carrière en vrai, qui cherchent une opportunité, c'est là que tout se passe. Et à un moment, il y a un freestyle. Et il y a Rick Ross qui rappe, et Memphis Bleek, il l'entend, il pète un câble. Et à ce moment-là, Jay-Z est censé avoir arrêté de rapper. Et il est boss de Def Jam. Donc lui, ce qu'il fait, il appelle directement Jay-Z, il dit, il y a un mec, tu dois le signer. Il y a un mec, c'est la folie, il s'appelle Rick Ross, il est trop fort, c'est un mec de Miami, tu dois le signer et tout. Jay-Z, là, tout de suite confiance en Memphis Bleek, il dit, parle-leur, dis-leur que s'ils sont chauds, moi je leur envoie des billets d'avion, ils viennent à New York, je suis avec L.A. Reid, on les reçoit directement. Donc Rick Ross, qui à ce moment-là en fait gravite autour de Slip and Slide, aurait déjà un contrat, ça on sait pas si c'est un contrat moral ou sur papier. Par loyauté, il en parle directement à Slip and Slide, et eux ils disent ok, ça nous intéresse justement parce que nous on avait fait écouter ta musique à Atlantic, qui est Atlantic, un label de Warner. C'est le label avec qui nous, Slip and Slide, on a un contrat de préférence. Ça veut dire que tous les artistes que eux signent, ils les amènent d'abord chez Atlantic. Et Atlantic, ils disent, ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas, allez ailleurs. Et sur Rick Ross, Atlantic a dit, non, ça nous intéresse pas, allez ailleurs. Donc, ils disent, c'est cool, justement, allons-y. Nous, on fait on y va, on fait ce rendez-vous. Donc apparemment, ça s'est fait dans les 2 jours, tout de suite. Ils étaient à New York. Ils font écouter un morceau, Hustlin', de Rick Ross, qui est juste morceau incroyable et tout. Jay-Z dit bon, c'est bon, on le signe. L.A. Reid aussi d'accord. Donc c'est parti, il commence l'aventure. Il faut savoir que Hustlin', c'était déjà un hit local à Miami, parce qu'il y avait DJ Khaled à l'époque, qu'on appelait aussi Don Gargamel, j'adore ce nom, incroyable. Et lui, dès qu'il a entendu la chanson, il a dit bon, c'est bon, le morceau il tue. En plus, c'est un mec de chez nous, il a matraqué, mais c'est genre il a passé 15 fois de suite et tout. Et jusqu'à ce que le patron l'appelle, le patron de la radio appelle DJ Khaled, il dit t'arrêtes tes conneries, si tu refais ça, je te vire. On me joue pas un morceau 15 fois de suite. Et lui il a dit ok, y a pas de problème, désolé, je me suis emporté. Dès qu'il a raccroché, il a remis 15 fois de suite. C'est Khaled, il en a rien à foutre, on est les meilleurs, il l'a dit. Donc voilà, Rick Ross localement ça monte, il signe chez Def Jam via Slip and Slide, et voilà, Jay-Z le prend sous son aile aussi via Def Jam. Il rappe, Jay-Z rappera sur le remix de Hustlin' sur le premier album qui s'appelle Port of Miami, et où Rick Ross vraiment parle pas de Miami, South Beach, les filles en bikini, les gens en train de faire du roller à la plage et les palmiers, tout ça. C'est pas ça qu'il décrit du tout. Lui, il décrit, quand il dit le port de Miami, c'est comme c'est un port, une zone portuaire. On y amène beaucoup de choses en bateau, et notamment de la drogue. Et il y a dans l'argot du ghetto américain, moi la drogue, ils appellent ça la yayo. Et lui, il a rebaptisé Miami M.I.A.Y.O. Au lieu de M.I.A. comme on disait souvent pour M.I.A. les 3 premières lettres, lui il a rajouté le Yayo pour dire que c'est vraiment la ville de la drogue, et que c'est une zone où voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et du coup il fait écho à ce film légendaire Scarface qui se passe à Miami, et on voit tout ce qui se passe autour de la drogue à ce moment-là et tout. Et pour avoir vu des tonnes de reportages sur Miami, c'est-à-dire tout ce qui est South Beach, les beaux bâtiments et tout, ils disent que cette ville a été construite grâce à l'argent de la drogue, notamment à des gens comme Pablo Escobar ou la Madrina. Il y a un film qui arrive d'ailleurs à propos de la Madrina, qui est cette femme qui apparemment était au-dessus de Pablo Escobar,
et qui vendait énormément de drogue et qui couchait avec des hommes et les tuait juste après. Voilà. Voilà. De toute façon, le film arrive. Il y a une série et il y a un film. Je crois la série c'est avec Catherine Zeta-Jones qui va jouer et le film c'est Jennifer Lopez. Donc ça risque d'être super. Moi j'ai vu un documentaire, c'est incroyable. Maintenant j'en dis pas plus, c'est pas la spéciale. Mais tout ça c'est pour resituer le contexte de ce Miami parce que souvent c'est un peu comme Los Angeles. Quand on dit Los Angeles, on pense à Hollywood Boulevard, on pense à des palmiers alors qu'il y a des ghettos qui sont horribles avec des gangs qui sont horribles. Ben Miami, on pense aussi à la plage, tout ça, à la fête et tout. Mais il y a des coins qui sont horribles, notamment Liberty City, Little Haiti, Carol City, bref, tous ces endroits de Miami qui sont pas les endroits les plus touristiques. Et donc voilà, lui, il parle beaucoup de ça, il parle beaucoup de drogue, et à la première personne, Rick Ross est un dealer quand on écoute son premier album. Pour la petite histoire, Rick Ross, il reprend le nom à un célèbre vendeur de drogue de lui qui est plus à Los Angeles en Californie qui s'appelle Freeway Rick Ross. Et d'ailleurs les deux particules de son nom ont été pillées par des rappeurs. Freeway pour ce rappeur de Philadelphie signé chez Rockefeller et Rick Ross donc Maybach Music. Donc voilà, Rick Ross le rappeur est vraiment attiré par tout ce qui se passe autour de la drogue et il en parle vraiment bien. Ça veut dire quand on l'écoute parler de ça, on se dit oui, c'est vraiment un dealer. Si j'appuie sur ça, vous aurez compris, c'est que plus tard dans sa carrière, donc un peu à l'aube du 3e album, on découvrira que c'était un maton. Il y a une photo qui arrive et qui fait surface sur le net, et voilà, et on le voit beaucoup plus jeune, avec une autre coiffure, incroyable, et avec un uniforme de maton. Et donc les rumeurs sur internet commencent à tourner, oui c'est un maton, c'est un menteur, c'est pas un vendeur de drogue. Alors Rick Ross a nié, c'est un montage, tout ça, jusqu'à ce que Trick Daddy balance vraiment, non c'est vrai. Et tout le monde à Miami sait que c'est vrai. Et voilà, et là ça a été compliqué, vraiment compliqué pour lui. Et là, il a fait preuve d'intelligence. J'en ai déjà parlé dans la sauce. Je sais plus exactement quelle sauce, mais il a fait preuve d'intelligence. Là, ça aurait dû être la fin de sa carrière parce qu'il a deux albums où il dit que c'est le boss et que c'est un ex-vendeur de drogue et qu'il était très fort là-dedans et qu'il faisait tellement d'argent qu'il avait pas vraiment besoin du rap pour vivre et voilà. Et tout d'un coup, on découvre que c'est faux. Que c'était un vendeur de drogue. Alors au début, il essaie de dire non, mais c'était une couverture. Je vendais de la drogue quand même, mais voilà, pour pas qu'on me piste, qu'on se demande d'où sort mon argent, il fallait que j'ai un travail et tout ça. Même comme ça, on ne le croyait plus. Et là, il a la bonne idée pour détourner l'attention d'attaquer 50 Cent. Faut savoir que 50 Cent à ce moment-là, c'est le roi des clashs. Si on se retrouve face à lui, on perd. Et lui, il se dit, je vais l'attaquer. Et je vais détourner l'attention. On me parlera plus de ces histoires-là. À ce moment-là, il sort un album qui s'appelle Deeper Than Rap. Beaucoup de gens disent que c'est le meilleur album de Rick Ross. L'album ne fait pas tout de suite disque d'or. Il le fera beaucoup plus tard, mais les gens sont vraiment en train de se dire non, mais on peut pas écouter sa musique. Il parle que de drogue et on découvre que c'est pas un vendeur de drogue. Donc il a pas les chiffres des 2 premiers albums. En tout cas, pas tout de suite. Mais les gens qui écoutent l'album disent par contre, l'album, il est vraiment bien. Et il y a ce morceau qui s'appelle Mafia Music, il me semble, où il attaque 50 Cent. Il a une petite phrase comme ça sur 50 Cent, sur ce morceau-là. Et on se demande d'où sort l'embrouille, pourquoi. En fait, lui, il est vraiment dans sa stratégie où... Comme 50 Cent, c'est un mec qui est quand même assez con, entre guillemets, dans le sens... il va tomber dans le piège, il va répondre tout de suite et les gens vont rester focus sur ce clash, en fait. Et on parlera plus de son truc de maton, sauf que 50 Cent, bien sûr, le premier truc qu'il va dire, c'est « t'es un maton ». Donc voilà, et Rick Ross, franchement, il a été ingénieux. Il s'est super bien battu sur les morceaux. Il faisait des vidéos. Faut savoir que 50, c'est vraiment quelqu'un... il est parti trouver l'ex-femme de Rick Ross, qui est en galère, qui a plus d'argent. Rick Ross est parti. Il fait une vidéo, lui dit viens, on va faire du shopping, je vais te mettre bien, raconte-moi des trucs sur Rick Ross. Alors bien sûr, elle est là, elle bave sur Rick Ross, elle bave. Là, on se dit ah ouais, ça va être compliqué pour Rick Ross, sauf que Rick Ross, il dit non,
clip à Times Square, il va à New York, il fait un clip, il insulte 50 en direct de New York. Là, à ce moment-là, tout le monde se dit, ouais, ok, c'est parti pour beaucoup de... Après, 50, il a fait des trucs un peu bizarres. Il est parti mettre un détective privé qui suivait la grand-mère de DJ Khaled, des trucs insensés, tout ça. Oh non, ça devenait du grand n'importe quoi. Et le problème de 50, c'est qu'il était en train de gérer plein de clashs en même temps. Il était en embrouille avec Fat Joe en même temps, il était en embrouille avec The Lox en même temps, bon, Ja Rule, ça, c'était réglé. Il avait plein de clashs en même temps, Cameron, tout ça. Donc, du coup, il laissait un peu d'énergie et lui, Rick Ross, il était focus que sur lui. Et quand on demandait à Rick Ross, mais pourquoi, c'est quoi votre embrouille? Lui, il dit non. Il aime beaucoup dire que c'est le meilleur, mais c'est moi le meilleur. On s'est croisés au BET Award la dernière fois et je marchais, il marchait, on allait se croiser, on était en face à face et on se connaît pas, donc on se dit pas bonjour. Et moi je marche et lui quand il m'a vu, il a trébuché. Il dit, j'ai trouvé ça énorme. C'est n'importe quoi. Cette scène qu'il décrit n'a sûrement jamais existé. Mais quand on lui demande d'où sort l'embrouille, il raconte ça. Je trouve que c'était juste magnifique. Donc voilà. Mais tu sens Rick Ross vraiment sûr de lui. Et là, tu te dis, mais attends. On parle quand même de ce mec qui est censé être un maton. Et lui, il est en train de te dire 50 c'est une merde. Lloyd Banks c'est une merde. Les trucs. En plus, il y allait fort. Hein. Tous les mecs là, Jimmy, des singes. Ouais, truc. Il est tellement sûr de lui, on se pose la question, mais il a vraiment été maton. Et c'est là où il a été très fort. Il a vraiment bien mené son beef avec 50 Cent. Et beaucoup de gens disent qu'au final, il en sort gagnant. Et du coup, derrière, il sort cet album Teflon Don, où il y a le fameux morceau BMF, ce tube incroyable. Et là, il est de retour dans les charts. Il est numéro 1 et tout ça. Et ça y est, on a oublié ces histoires de maton, on s'en fout. Et pourtant, il revient avec des trucs de drogue. Hein. Ça veut dire, dans le morceau BMF, il cite Big Meech, Larry Hoover. C'est vraiment des grands drug dealers au niveau de la communauté américaine. Et d'ailleurs, il y a une série qui arrive sur BMF. Donc ce crew de dealers, et cette série sera produite par 50 Cent. Donc voilà, et ça promet, à ce qui paraît, ça promet. Mais en tout cas, voilà, il cite Larry Hoover ou Big Meech, et ces drug dealers-là valident la chanson. Ils disent super, tu nous as rendu un bel hommage. Et là, tu te dis, attends, c'était vrais gangsters, et ils valident le mec qu'on dit, oui, c'est un maton. Là, c'était fini, on pouvait plus le toucher, Rick Ross. Là, tout avait l'air réel et on s'en foutait de son histoire de maton. Et c'est ce qui fait que derrière, il a sorti d'autres albums à succès et tout. Même si tout doucement, ça a commencé à s'essouffler, mais pour d'autres raisons, pas pour les histoires de maton. Mais en tout cas, quand il fait l'album Teflon Don, on a tout oublié. Et c'est là où je dis, ça a été du génie de s'attaquer à 50 Cent et il s'en est très bien sorti. Donc voilà, comme tout rappeur, quand ça marche pour eux, il monte un label, surtout que lui, il passait son temps à dire I'm a boss, mais il était signé chez Slip and Slide. Il n'était pas boss de sa propre carrière, donc à un moment, il fallait qu'il soit boss de quelque chose. Donc il monte le label Maybach Music. On va en parler tout de suite après. Roule avec Driver, spécial Maybach Music Group. On vient d'écouter 4 morceaux de Rick Ross. On a écouté Hustlin', on a écouté The Boss featuring T-Pain, on a écouté MC Hammer featuring Gucci Mane et on a écouté Trap featuring Young Thug et Wale. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il monte son label. C'est important, hein, quand on est un rappeur, qu'on a du succès, on monte son label. Après, il y a des gens comme Jay-Z avec Rockefeller ou 50 Cent avec G-Unit qui ont amené le truc encore plus loin. On fait des marques de fringues, on a des bouteilles d'alcool, et tout ça, des trucs, on fait du cinéma, on fait des livres et tout ça. Donc voilà, ça c'est le nouveau truc. Donc Rick Ross, il va passer un peu par là aussi. Mais en tout cas, la première des choses, il dit que c'est un boss, donc il doit avoir son label. Et il fait ce que beaucoup de gens font finalement. Il va produire un groupe qui est le sien. C'est un groupe qui s'appelle Triple C, pour Carol City Cartel, c'est son quartier. Et en fait, c'est des rappeurs qui gravitent autour de lui, des rappeurs qui l'emmènent souvent avec lui en tournée. C'est un groupe où il y a un mec qui s'appelle Torch, un autre qui s'appelle Young Breed, et il y a le fameux Gunplay. Moi, je me rappelle avoir vu, je vous dis, je crois que j'ai vu tous les concerts de Rick Ross à Paris. Donc, la première fois que je vois Rick Ross en concert, il est en première partie de Jay-Z au Zénith. Et c'est à l'époque justement du premier album de Rick Ross. Jay-Z est de retour dans le game et il ramène
Rick Ross avec lui, il fait toutes ses premières parties dans sa tournée européenne et tout. Et c'est énorme. Et je me rappelle vraiment que Rick Ross, Hustle In, c'est un raz-de-marée dans le milieu hip-hop en France. Donc quand il vient, tout le monde sait qui est Rick Ross. Mais Rick Ross, lui, il pense qu'on le connaît pas en fait en France, en Europe. Et je me rappelle, il avait fait son concert et tout, et tout le monde était content. Tout le monde récitait Hustle In. Franchement, je l'ai senti ému, touché. Il regardait le public. Il a même fait 2 morceaux en plus, alors qu'il devait partir. Il était là, il voulait plus partir. Il kiffait trop. Putain, vous me connaissez. Et il revient pour le 2e album à l'Élysée-Montmartre. Et là, bon, il arrive en star là. Je sais que vous me connaissez et tout. Mais le truc qui m'a fait rire, c'est que il assume totalement son physique, son poids. Il est arrivé, il a fait un morceau, allez direct, 2e morceau, torse nu, tout le reste du concert. Moi, je l'ai applaudi. Moi, je suis touché par les gens qui assument que de leur côté, je suis gros, tout ça. Je suis complètement touché. Donc, c'est magnifique. Et ce jour-là, il était avec un de ses managers qui s'appelle E-Class, qui lui était carrément sur scène, un peu comme Puff Daddy le faisait à l'époque, à toujours suivre ses artistes et se retrouver sur scène ou dans les clips. Il était là et il y avait un mec avec une espèce de métis avec des tatouages sur le visage, avec 2 locks. Qui est vraiment un truc de Miami. Hein. Ils ont 2 grosses locks, pas plusieurs, 2 grosses, c'est tout. Et c'est vraiment un truc de Ghetto Boys de Miami. Et c'était Gunplay. Et je me rappelle, il était là avec lui, il faisait les bacs et tout. Et à la fin du concert, à fin, Rick Ross, il dit au revoir. Et il dit, avant de vous dire au revoir, je vous laisse avec mon pote Gunplay. Et là, Gunplay, il fait un remix de Thuggish Ruggish Bone de Bone Thugs and Harmony. Il le fait, on est tous traumatisés dans la salle. On dit, c'est qui lui? Mais pourquoi il est fort comme ça? Et on voit un espèce d'excité, ses yeux qui sortent. On se dit, ce mec est vraiment bizarre, mais tu le remarques tout de suite. Et voilà, donc quelques temps plus tard, il produira l'album de Triple C's. Et c'est ce groupe où il y a donc ce Gunplay avec Young Breed, Torch. Et Rick Ross fait partie du groupe. Hein. Et c'est un peu ce que faisait Eminem avec D12, Nelly avec Sun Lunatics, et j'en passe. Tout le monde faisait un peu ça, tout le monde avait son groupe. Biggie avec Junior Mafia, tout ça, tout le monde, Tupac, Outlaws, tout ça. Tout le monde avait son groupe et tout. Donc lui, il produit et souvent, il y avait du succès, D12 ou Sun Lunatic, c'était du succès. Il y avait eu un gros succès. Et là, il se casse la gueule royalement. Ça marche. Après l'album, moi, je l'ai acheté. Il y avait pas de hit. C'était assez solide, mais c'était peut-être trop long si t'avais pas de hit. L'album, c'était pas un album qui pouvait marcher en fait. On dirait un truc où ils se disaient bon, on va rapper les mecs. On en a rien à foutre de la radio, on va rapper et tout. Et je pense qu'ils se sentaient peut-être trop haut en se disant ça marchera quand même. Ils se sont cassés la gueule royalement. Bien sûr, 50 Cent en a rigolé. Et voilà, donc un mec qui dit I'm a boss, finalement, les seuls disques qui marchent, c'est les siens et ils sont signés chez Slip and Slide, c'est pas lui le boss de ça. Et quand lui décide d'être boss de quelque chose, il sort un premier album, c'est Triple C's et ça se casse la gueule, donc c'est compliqué quand même. Donc comme je vous disais juste avant, Rick Ross ne connaît pas le succès en tant que producteur avec l'album de Triple C's, mais j'aimerais qu'on fasse quand même un focus sur cet artiste du groupe Triple C's qui est Gunplay, et parce que on voit tous qu'il a quelque chose. Ça veut dire aujourd'hui, sans manquer de respect aux 2 autres, plus personne se rappelle de Torch ou de Young Breed. Même sur les albums que Rick Ross a sortis plus tard, il les invite quasiment pas. Et donc ça veut tout dire. Par contre, Gunplay est toujours dans le coin, il emmène Gunplay avec lui. Gunplay, comment dire, on en a beaucoup parlé ici avec Nico dans La Sauce notamment, mais Gunplay, pour moi, c'est vraiment l'image au début du rap. Le message au niveau de la drogue, il était clair, c'était n'en prenez pas, ça détruit des vies. Tout doucement, on est passé à je suis un dealer, je vends de la drogue. C'est cool. Je suis riche. Et on est arrivé jusqu'à là où on est à je prends de la drogue et c'est cool. Et pour moi, le mec qui a peut-être lancé ça, le je prends de la drogue et c'est cool, c'est pas cool du tout, hein. Mais c'est Gunplay. Lui, c'est l'un des premiers mecs que j'ai entendu dire officiellement sur des morceaux. Oui, je prends de la drogue. En interview, oui, je suis un drogué. Je suis un toxico, tout ça. Bon, quand on le regarde, on n'en doute pas une minute, voilà. Mais c'est quand même fou
de le dire aussi librement quand on sait que il y a quelques années c'était faut pas faire ça. Là le mec le dit quoi. Et Nico de la sauce a une théorie à laquelle je crois énormément. Et il dit que ce morceau BMF de Rick Ross qui sonne son retour après ces histoires de maton, ça serait un morceau de gunplay que Rick Ross a kiffé, qui a dit vas-y donne-le-moi, je vais en faire quelque chose d'énorme, de plus gros que toi en fait. Et comme c'est le chef de l'équipe, Gunplay a accepté parce que il y a quand même cette phase où il dit Rose is my nickname, cocaine running in my big vein. Donc en gros, il dit que la cocaïne coule dans ses veines. Donc il est pas en train de dire ce qu'il disait avant. Je suis un dealer. Là, il disait clairement j'en prends. Et ça, c'est plus Gunplay, quoi. Et en réécoutant le morceau, j'ai essayé d'imaginer la voix de Gunplay. Et effectivement, je trouve que ça sonne. Moi, j'ai envie de croire à cette théorie. Et surtout que Rick Ross nous a toujours dit que c'était un dealer et pas un client. Et là, tout d'un coup, il nous dit ça. Alors, les gens peuvent dire, oui, quand il dit ça, il dit plus, oui, que la vente de cocaïne. Il a pas dit la vente. C'est pas la vente de cocaïne qui est dans ses veines, il a dit la cocaïne. Donc voilà. En tout cas, voilà. Gunplay, c'est un mec qui assume ce côté, je suis complètement accro à la drogue. On le voit, il est complètement fou. On le voit à son visage, sa folie, la folie dans ses clips et tout. Et il y a cet épisode où 50 Cent est en guerre avec Rick Ross. Et il y a les BET Awards qui ont lieu à Los Angeles, il me semble, si je me trompe pas. Et ce jour-là, il y a G-Unit qui est invité. Et il y a Gunplay qui est là-bas, je sais plus pourquoi, mais il est là aussi. Et derrière, dans les loges qui sont en extérieur, ils se croisent. Là, tout ce que je vous raconte, la vidéo, elle est trouvable sur Internet. Hein. Donc, il y a 50 et son crew qui sont là. Ils sont au moins une bonne dizaine. Et Gunplay, il est tout seul. Il les voit au loin. Eux, ils le voient au loin. Donc, un mec qui n'est pas sous cocaïne, il se dit, ouh là là, c'est chaud, il s'en va. Lui, il en a rien à foutre, il fonce tout droit vers les 10. Moi, quand je vois cette vidéo, je dis, ok, il doit être éclaté. Il doit être sous drogue, c'est pas possible. Et eux, ils le voient, ils disent, mais il est culotté, lui. Donc, il monte en l'air. Il lui saute dessus, il lui casse la gueule, clairement. 50 participe à la bagarre, tout, on voit tout. Et ce que j'ai aimé, entre guillemets, c'est pas bien, la drogue, la violence, c'est pas bien. Parfois, quand j'en parle, on peut croire que j'adore ça, mais j'aime pas ça. Mais ce que j'ai aimé quand même dans cet épisode-là, c'est que, ok, ils étaient plusieurs, elle était seule, ils l'ont cassé la gueule, mais à un moment donné, il en a attrapé un et il l'a pas lâché. Et il a ruiné le mec. Et à un moment, voilà, il y a les mecs de la sécurité qui viennent, des coups d'extincteur, tout ça, donc tout le monde court, et lui, il lâche pas le mec. Et il le rosse. Et après, voilà, il court, et il va se réfugier dans la première loge qu'il voit. Et c'est la loge de 2 Chainz qui est totalement en panique, qui se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gaz lacrymogènes, il y a des mecs de la sécu, il y a des mecs de G-Unit, tout ça. 2 Chainz, il est pas bien à ce moment-là. Mais voilà, ça c'est Gunplay, il en a rien à foutre, il voit 10 mecs, bah il y va. Il est complètement éclaté et tout, voilà. Et voilà, c'est pour bien cerner le personnage et en même temps, du coup, il dit tout dans sa musique, c'est un mec qui dit tout. Dans le même album où il va dire qui prend de la drogue, il va inviter sa propre mère, à faire un petit interlude, voilà, au téléphone, où sa mère lui dit oui, continue ce que tu fais, je sais que tu vas arriver, je sais que t'es un acharné, que tu travailles beaucoup, continue ta musique, tout ça. Et lui, du coup, il lui répond merci maman, il fait un morceau derrière, introspectif, où il va raconter tous ses côtés sombres et tout. D'ailleurs, on écoutera un morceau tout à l'heure où il parle de ses côtés sombres. Mais c'est fou parce que t'invites ta mère dessus, t'imagines bien que ta mère va dire vas-y fais-moi écouter l'album. Et il s'en fout, lui, il dit tout, il dit je suis un drogué, et sa mère le sait quoi. Et c'est là où tu te dis wow. Mais c'est ce qui fait que moi j'aime écouter ces morceaux aussi, c'est la sincérité du mec, il dit tout. Donc voilà. Et puis honnêtement, techniquement, c'est un bon rappeur. C'est un mec qui écrit bien, c'est un mec qui est complètement fou, et c'est un mec qui aura jamais eu le succès qu'il méritait, peut-être à cause de sa folie aussi. Mais il sort un premier album chez Maybach Music qui est vraiment bien. Après, il sortira un album bizarre, en indépendant, des musiques bizarres. Je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà. Mais aujourd'hui, bon, malheureusement, je l'ai vu dans une télé-réalité
Je dis malheureusement, mais je suis très fan de cette télé-réalité qui s'appelle Love and Hip Hop, que je regarde tout le temps. Et là, c'était Love and Hip Hop Miami. Pour la première fois, il le faisait dans la ville de Miami. Et Gunplay était dedans, avec des histoires de meufs. Il sortait avec deux meufs en même temps. Il se moquait d'elle et rigolait tout le temps. À un moment, on voit un épisode où les deux filles se rencontrent. Elles sont à deux doigts de se battre. Elles se battent même. Et lui, là, à côté, il est mort de rire. Il roule un blunt, il est mort derrière, il est content. Et dans la télé-réalité, il dit il est en cure, il arrête de se droguer et tout ça. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit vrai, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà aujourd'hui où il en est, mais moi j'espère qu'il ressortira un album chez Maybach Music avec des vrais moyens comme son premier album. Et voilà, parce qu'il mérite et que c'est vraiment un très bon rappeur, un très bon artiste et avec un tempérament incroyable. Et vous savez quoi? Moi, quand je le regarde, j'ai l'impression que ce mec-là, il est super cool, il est gentil. Je suis sûr que si c'est ton pote, tu gauleries toute la journée avec lui. Moi, je ressens ça de ce mec-là. Bon, quand il est défoncé, il faut pas trop rester dans le coin, mais voilà. En tout cas, moi, je sens bien. Rick Ross, c'est un mec qui se dit, je peux pas dire je suis un boss comme ça et pas avoir de succès dès que j'entreprends, dès que je produis. Donc il s'est dit, bon, il va falloir que j'aille sur le terrain pour produire les artistes qu'il faut, les artistes importants. Et voilà. Je vais, en fait là, le topic, c'est vraiment parler des compilations self-made. Il a sorti 3 volumes et c'est des compilations qui sont importantes. Mais je suis obligé de parler un peu de la signature d'artistes comme Meek Mill et de la signature d'artistes comme Wale. Meek Mill, on en a déjà parlé dans la sauce, c'était Nico qui en parlait. En fait, un jour, Rick Ross, il va à Philadelphie pour de la promo et il se met sur Twitter et il dit Philadelphie, je suis en ville. Avec quel rappeur je devrais collaborer? Tout le monde dit Meek Mill. Meek Mill, c'est le mec du moment en ce moment-là, mais c'est un mec de battle et de mixtape. Et tout le monde dit faut que tu rappes avec Meek Mill. Il dit ok, vu que tout le monde le dit, il envoie un message sur Twitter, Meek Mill, ouais, t'es où? Je veux collaborer avec toi et tout. Meek Mill, wow, Rick Ross, ok, pas de problème. Moi, il avait un morceau déjà qui tournait bien localement et ils en font un remix et il y a Rick Ross qui est dessus, qui pose dessus. Et à partir de ce moment-là, ils restent en contact. Après, tout à l'heure, je parlerai plus en profondeur de Meek Mill. Je vous expliquerai comment tout s'est fait. Mais en tout cas, il finira par signer chez Maybach Music. Et avant d'envoyer un album de Meek Mill, il envoie une compilation. Rick Ross envoie une compilation qui s'appelle Self-Made, où il y a tous les artistes de Maybach Music avec des featuring d'autres artistes assez connus et tout qui viennent se mêler à tout ça. Et Rick Ross, bien sûr, qui rappe, on entend sa voix un peu partout. Et la compilation est juste magnifique. Vraiment, c'est super bien joué. Et surtout, les singles, je crois qu'il y a 3 singles. Il y a Tupac Back, c'est Meek Mill, featuring Rick Ross qui fait le refrain. Il y a I'm a Boss, le fameux morceau I'm a Boss, c'est Meek Mill avec Rick Ross qui a un couplet. Et il y a Pandemonium où il y a Wale dessus, il y a un mec qui s'appelle Peel, il me semble. C'est tous les artistes qui étaient un peu signés chez Maybach Music. On retrouve Tidra Moses, qui est une chanteuse de R&B, qui a un morceau sur la compilation. Il y a Mass Spike Miles, j'ai toujours du mal à dire son nom, qui est un chanteur aussi de R&B, qui est peut-être l'une des premières signatures de Maybach Music. Il était là tôt. Il sortira jamais d'album que des mixtapes, mais bon. En tout cas, voilà, c'est une compilation qui réunit un peu tous ces nouveaux artistes et franchement, c'est une super rampe de lancement parce que le morceau Tupac Back fait énormément de bruit. Et c'est Meek Mill qui rappe dessus. Rick Ross fait un couplet magique. Tout à l'heure, je vous parlais du morceau MC Hammer où il fait un parallèle entre la carrière d'MC Hammer de rappeur et sa carrière de dealer pour dire que les deux sont remplis de succès. Et en fait, il avait déjà commencé sur Tupac Back où il fait ce refrain magique, où il reprend plein de titres de chansons de Tupac. Et il arrive à en faire un texte où il dit qu'en gros, Meek Mill, c'est le nouveau Tupac. Tupac est de retour, machin. Et honnêtement, à chaque fois qu'on fait des trucs, des comparatifs, nouveau Tupac, nouveau Biggie, tout ça, c'est vraiment casse-gueule. Et ce morceau-là, il est vraiment réussi par contre. Et tout le monde se dit, wow, Meek Mill, c'est chaud, c'est quelque chose de sérieux. Et le single d'après, c'est I'm a Boss, là, c'était la guerre. Un morceau incroyable. Jusqu'à maintenant, tu joues en soirée, les gens ils se battent. Hein. Et tout le monde est en l'air, tout le monde saute et tout. Et là,
2 morceaux de suite sur le même projet. On dit Meek Mill, l'album de Meek Mill, il est super attendu, comme si c'était Snoop Dogg de Doggy Style, l'époque Doggy Style, tout ça. Il y a pas de souci. Et derrière, Wale, il est sur Pandemonium. Il y a moins d'engouement sur Wale que sur Meek Mill, parce que Meek Mill a sorti 2 gros bangers incroyables. Mais en tout cas, cette compile, elle les met dans la lumière, et même Wale, tu te dis, ok, tu l'attends moins que Meek Mill, mais tu l'attends quand même. Tu te dis, bon, cette fois-ci, c'est pas Triple C. Là, il y a moyen que Rick Ross, il produise des gros trucs. Donc voilà. Il sortira un deuxième Self-Made 2, qui est tout aussi bien. Je préfère personnellement la 1, mais la 2 est très bien aussi. On trouve des Kendrick Lamar, des Pusha T, tout ça qui viennent en featuring, c'est vraiment énorme. Meek Mill en pleine forme aussi, Wale, tout ça. C'est vraiment des projets pour mettre en lumière ces artistes, mais on les fait faire des feats avec tous les mecs du moment, French Montana qui est là aussi et tout, et vraiment super. Et il y a le 3e volet qui, par contre, là, je trouve qu'on s'essouffle. Et c'est beaucoup moins bien, même s'il y a un gros morceau de Meek Mill qui était sorti en single, mais la compile est beaucoup moins bien, et voilà. Mais les 2 premières, super, et surtout, c'est des ROM de lancement pour ces artistes, parce que il fait ça avant de produire le premier album de Meek Mill et avant de produire le premier album de Wale chez Maybach Music, parce que Wale avait déjà un album avant, mais qui n'était pas chez Maybach Music. Et du coup, il avait trouvé le bon moyen de créer une attente, une demande. Donc, je pense que là, à ce moment-là, Rick Ross commence à devenir le boss qui voulait tant être, tellement il le clamait. Maintenant, on va parler de Meek Mill. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, signé chez Maybach Music. Meek Mill, c'est un mec qui a un parcours assez spécial, un parcours assez chaotique. C'est un mec de Philadelphie, mais vraiment mauvaise partie de Philadelphie. Lui, il est de North Philly, le nord de Philadelphie, et il a toujours vécu pauvre. C'est vraiment un mec issu de la pauvreté. Son père qui a été assassiné alors qu'il était tout petit. Il a grandi avec sa mère, mais c'est vraiment des histoires de ghetto en général. Dans le ghetto américain, les Noirs sont jamais quand même pas, mais rarement avec leurs 2 parents. Pour X raisons, là, carrément, c'était pour un assassinat. En plus, apparemment, c'est des cambrioleurs ou je sais pas quoi qui sont venus pour voler chez le père de Meek Mill, et le père de Meek Mill, il s'est défendu, l'ont tué. Vraiment, c'est des trucs qui peuvent être très traumatisants, et d'ailleurs, à ce qu'on dit, c'était pas quelqu'un de très extraverti, Meek Mill, quand il était petit, il parlait pas trop, voilà. Et surtout, il sortait pas de chez lui sans un flingue. Donc voilà, le nord de Philadelphie, c'est très très dur. Les gens ne se rendent pas compte, c'est vraiment très très dur. Et c'est pas que Rocky qui monte les escaliers quand il s'entraîne ou tout ça. Non, c'est vraiment des trucs très très durs. Mais il découvre le rap parce qu'il a un oncle qui est DJ. Donc il découvre le rap, il se met à fond dedans, et c'est vraiment un mec qui fait des battles. Il est beaucoup dans la rue, il rappe dans la rue, il fait des battles. Dès qu'il y a des trucs, même dans des salles où il s'inscrit, il y va. Et c'est un mec qui est très bon en battle et qui rappe bien, qui a vraiment un truc particulier quand il rappe. Avec sa voix aiguë, on a l'impression qu'il souffre et qu'il envoie toute la souffrance de sa jeunesse en fait. Et du coup, il fait beaucoup de bruit localement à Philadelphie. Et la preuve, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Rick Ross, quand il a demandé sur Twitter à qui je dois rapper, tout le monde a créé Meek Mill. Mais il se fait remarquer, et à un moment, il se fait remarquer par T.I. T.I., à un moment, il décide de le signer parce qu'il le trouve bon. Et le problème, c'est qu'au moment où il doit commencer vraiment à bosser sur un album avec T.I., enfin sur le label de T.I., Grant Hustle, il va en prison. Meek Mill, voilà, hein, c'est les ports d'armes, c'est illégaux, c'est trafic de drogue, c'est toutes ces choses-là. Donc, il fait un peu moins d'1 an de prison, mais du coup, il n'est pas libre pour faire cet album-là. Et le souci, c'est que quand il sort, c'est son producteur T.I. qui va en prison. Qui ne feront jamais cet album. C'est n'importe quoi, là. C'est 2 KRA, n'importe quoi. Donc, ils feront jamais cet album. Et en fait, c'est plus tard, T.I. sort, mais il doit se remettre lui bien, il doit remettre sa carrière comme il faut. Entre-temps, comme je vous l'ai dit juste avant, Rick Ross a rencontré Meek Mill, et il a vraiment apprécié le rappeur et tout. Donc il s'arrange avec T.I., qui connaît très bien. Il dit ouais, moi j'aimerais le signer. T.I. lui dit vas-y, de toute façon moi j'arriverai pas, là j'ai plein d'autres soucis et plein d'autres trucs à faire. Donc vas-y, il le récupère, il le met sur Self-Made. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Tupac Back, I'm a Boss, ça explose. Et là, il y a une attente énorme.
sur l'album de Meek Mill. Comment dire? Quand il est sorti, j'étais déçu. Ça correspondait pas à l'attente. Ce que je veux dire, c'est que on attend qu'il y ait l'équivalent de Tupac Back ou I'm a Boss dans l'album, et il n'y a pas ça en fait. Et c'est avec l'album ne cartonne pas tout de suite, même voire pas du tout. Ça marchote, mais il y a pas les hits directement. Justement, on a l'impression qu'il veut faire un truc pour la radio. Il a un morceau avec Kurt Cobain, qui est un mec de Houston, qui sous autotune un peu, qui a un peu à ce moment-là un faux Drake. Et j'adore Kurt Cobain, hein. Mais c'est un peu un Drake du pauvre. Quand t'as pas le budget, tu l'invites, ça coûte moins cher. Et il a un autre single, par contre, où il y a vraiment Drake, qui s'appelle Amen en français. Et il y a Jeremiah aussi qui fait le refrain avec eux. Et ça parle de meufs, c'est un truc vraiment sur les meufs. Et tu sens, bon, en même temps, quand t'appelles Drake, c'est souvent sur les meufs. Mais tu sens que voilà, il se dit, il faut que je passe à la radio. Alors que nous, on l'attend avec un me boss, en vrai. Et c'est ce qui fait que l'album ne marche pas, alors qu'il y a des pépites dedans. On le dit souvent ici avec Mehdi, dans la sauce avec Mehdi et Nico. L'intro de cet album, Dreams and Nightmares, qui s'appelle aussi comme ça, incroyable, avec un truc qui commence lentement, piano-voix et tout d'un coup, ça part dans une autre sphère sombre avec l'instru qui démarre et lui commence à s'exciter, crier. C'est incroyable. Il a un morceau qui s'appelle Believe It, où Rick Ross fait encore un refrain super, où il dit I got the Justin Bieber, please believe it. Il parle de drogue. Dès que t'es blanc, ils font le lien avec la cocaïne, hein. Il y a Young Jeezy qui à un moment appelé la drogue Britney Spears, Christina Aguilera, tout ça. Bah lui, Rick Ross a dit Justin Bieber. Allez. Donc voilà. Donc il y a vraiment des pépites, mais il y avait pas les gros bangers qu'on attendait. Donc moi personnellement je suis déçu, même si j'écoute beaucoup l'album. Moi des fois je force, hein. Quand je t'aime bien, même si je suis pas content de l'album, je le réécoute et je me rends compte qu'il y a des bons morceaux. Mais l'album il tue pas. Donc il y a une petite déception du côté de Rick Ross qui dit je suis un boss et normalement tout doit faire au minimum disque d'or. Et là le disque d'or il est pas au rendez-vous. Et il y a aussi Meek Mill qui est déçu quoi et qui se dit merde. Bon, c'est pas grave. On fera le boulot sur le prochain. Meek Mill, il part sur la route, il fait des tournées, il fait beaucoup de concerts. Il se retrouve à sortir avec Nicki Minaj, hein. Peut-être son plus gros single à ce moment-là. Sortir avec Nicki Minaj, ça l'a mis dans une autre sphère. Nicki Minaj, c'est une star. Nicki Minaj, elle les a les tubes. Elle a les chiffres. Elle vend énormément. Nicki Minaj est très belle, très sexy. Tout le monde rêve de la voir. Et là, c'est Meek Mill qui l'a. Ça le met à un rang de star, en fait. Nicki Minaj aide à... Même si le premier album de Meek Mill a pas marché, ça aide à le rendre important. C'est le mec qui est avec Nicki Minaj. Alors, ensuite, il prépare ce deuxième album. Et quand le deuxième album sort, c'est un carton total dès la première semaine. Là, c'est bon. Ils se disent, il va faire son disque d'or. Rick Ross, il est content et tout. Et le problème, c'est qu'il a un morceau avec Drake sur cet album. Et Drake lui a un peu botté le cul. On va dire clairement, Drake a été meilleur que lui sur le morceau. Et le problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu te fais botter le cul, les gens ils te le disent. Ils te le disent pas en privé. Ils te le disent comme ça. Et à force que plusieurs personnes disent ah Drake il t'a mis à l'amende, à un moment il a craqué. Il a dit ouais mais Drake, vous êtes en train de sucer Drake là, mais Drake il écrit même pas ses textes. En gros, ça voulait dire, vous dites qu'il m'a mis à l'amende, mais c'est pas lui qui a écrit. Donc, c'est son ghostwriter qui a écrit. C'est peut-être lui qui m'a mis à l'amende, mais c'est pas Drake. Et quand il dit ça, bien sûr, Drake le prend mal. Et c'est là que leur bif commence et tout ça. Et ce qui est dingue et qui devait être frustrant pour un mec comme Rick Ross, c'est que la première semaine que Meek Mill fait est incroyable. Il n'a pas eu ça sur le premier album, alors qu'il y avait une attente incroyable. Et comme je l'ai dit, le fait qu'il soit avec Nicki Minaj, ça a mis un autre lien. Et surtout, Meek Mill, ça reste un bon rappeur. Même si son premier album n'a pas marché, il n'a pas atteint les scores qu'il voulait, il n'a pas fait disque d'or rapidement, ça reste un bon rappeur. Il est avec Nicki Minaj, tout ça. Donc, ils ont réussi à recréer un truc. Single, Meek Mill, Nicki Minaj, clip, tout ça. Les gens adorent ça. Ah, c'est leur love story du ghetto, tout ça, machin.
Et dès qu'il s'embrouille, c'est-à-dire il s'embrouille avec Drake dès la première semaine, enfin à la fin de la première semaine, les chiffres sont tombés, c'est énorme. Dès la deuxième semaine, plus personne n'achète, il tombe dans les chiffres. Et c'est là qu'on comprend que Drake et son public, c'est chaud. C'est-à-dire, je pense que dans le public de Drake, il y a des gens qui achetaient Meek Mill. Parce qu'à cette époque-là, ils sont cool, ils sont potes. Sur le premier album de Meek Mill, il y a Drake. Mais là, ils ont fait grève. Ils ont dit, nous, on n'achète plus Meek Mill. Et après, la mode sur Internet, c'était de se moquer de Meek Mill. C'est-à-dire, il y avait plein de gags Internet, des mimes, comme ils disent aux États-Unis, où on attaquait Meek Mill, on se moquait de lui, même Pizza Hut, ils s'en moquaient de lui, tout ça. Ça allait loin, ça allait super loin, tu sais. Et il en prenait plein la gueule, donc du coup, plus personne voulait acheter Meek Mill. C'était pas cool de l'acheter. Effondrement. Et l'album, du coup, ne marche plus. Et il fera disque d'or 2 ans plus tard, peut-être. Et alors que s'il n'y a pas l'embrouille avec Drake, honnêtement, il est disque d'or en 3 semaines. Les chiffres sur lesquels il était parti, en 3 semaines, il l'aurait fait. Finalement, il aura mis 1 an et demi, 2 ans, à cause de cette embrouille avec Drake et tout. Et honnêtement, il est par terre après l'embrouille avec Drake. Vraiment, il a du mal à... Tout le monde dit que Drake a gagné le clash. Derrière, il s'embrouille avec The Game. The Game, il l'attaque, lui, il répond. C'est-à-dire, quand il répond, il fait une petite vidéo de 30 secondes sur Instagram où il fait écouter le morceau, où il répond à The Game. Et à un moment, il y a Beanie Sigel qui est là, qui est un mec de Philadelphie, qui lui est plus âgé, plus OG, c'est un ancien et tout. Et il a une phrase où il dit... Beanie Sigel dit juste une phrase dans le morceau, en disant à The Game, oh là, me faites pas rentrer dans ce beef, parce que ça risquerait d'être sanglant, gros. Et à ce moment-là, The Game, tête brûlée, petit con, il décide d'attaquer aussi Beanie Sigel. Ah, il veut rentrer dedans, il attaque Beanie Sigel et tout. Et à ce moment-là, Beanie Sigel, il se retourne en fait contre Meek Mill, alors qu'il était avec Meek Mill. Et là, il se retourne, il dit non, moi j'ai pas de problème avec The Game et tout, on a parlé et tout. Et il commence même à faire un morceau contre Meek Mill. Et ça, j'ai trouvé super traître, pas cool. Et je suis un grand fan de Beanie Sigel. Et Beanie Sigel, c'est un mec qui a une éthique dans la rue, dans tous ces trucs de street crédibilité. Il a vraiment une éthique. Et ce genre-là, il a vraiment fait n'importe quoi. Et ça s'est ponctué par des gars Meek Mill qui sont beaucoup plus jeunes, donc plus athlétiques, alors que Beanie Sigel, lui, il fait des allers-retours en prison, il doit prendre des trucs parce qu'on voit qu'il a plus toute sa tête et surtout plus toute sa voix, il a changé. Et un jour, ils étaient à un concert dans les loges et il y a un gars Meek Mill qui était aussi dans les loges, boum, il a mis une droite à Beanie Sigel qui s'est retrouvé KO et tout ça, et ça a fait plein d'histoires. Après, voilà, Philadelphie, ils ont un peu calmé le truc, mais voilà. En tout cas, ça a amené jusqu'à ça, mais tout ça pour dire que c'était la mode d'attaquer Meek Mill à ce moment-là. Tout le monde était là, en train de faire des trucs. Ouais, c'est pas cool, c'est pas bien, tout. Mais bref, on se dit, Meek Mill, il est mort. Meek Mill, c'est fini. Meek Mill, c'est foutu. Sauf que Meek Mill, c'est un rappeur de mixtape. C'est un rappeur de battle. Il lâche pas, il envoie des mixtapes. Et toujours de qualité. De qualité, de qualité. À un moment donné, les gens, ils se sont pris sa musique. Et là, il sort son 3e album. Moi, j'ai encaissé, que j'ai adoré et tout. Quand je dis 3e album, c'est 3e album en CD, parce il a un projet qu'il a sorti qui était en mixtape gratuite et en streaming. Pour moi, comme il était disponible sur les plateformes de mixtape gratuite, téléchargement de mixtape gratuite, pour moi, c'est une mixtape. Mais lui, il a annoncé que c'était un album, et qualitativement, c'est un album, en fait. Mais moi, à partir du moment où tu le mets sur les plateformes de mixtape gratuite, moi, j'appelle ça mixtape. Mais derrière, il sortira un album qui s'appelle littéralement en français mes victoires et mes défaites, et il va parler de tout ce qui s'est passé pendant cette période de bif avec Drake. Et cet album, c'est une réussite, et les gens l'applaudissent, en fait. Les gens disent là, il est revenu. On peut pas dire que parce qu'ils s'embrouillent avec Drake et finalement l'album marche. Et le 2e finira disque d'or aussi, donc son 3e marche aussi disque d'or, et je sais pas, j'étais ému parce que je me disais, on est quand même dans ce pays où si tu fais de la grande musique, on oublie tes conneries. Et c'est peut-être ça le principal quand tu fais de la musique, c'est de pas toujours être jugé sur ce que tu fais à côté. Et c'est normal que ça influence ce que tu fais à côté, mais en tout cas aux États-Unis, si tu fais de la grande musique, tu passes au-dessus de ça. En France, je suis pas sûr.
Je pense que souvent, quand c'est fini, c'est fini. Quand les gens ils t'aiment plus, c'est compliqué de revenir. Mais aux États-Unis, t'as juste à faire, enfin juste, c'est compliqué, mais tu dois faire de la grande musique. Et quand tu fais de la grande musique, t'es de retour. Et Meek Mill, tout se passe bien et tout. Bon, c'est un mec qui a fait des conneries, qui a été en prison, donc il a du sursis. Et un jour, on le voit en train de faire une roue en moto pendant sa période de sursis, et on décide de le mettre en prison. Mais en prison pour avoir fait une roue, quoi, en moto. Moi, c'est pas possible, ça. C'est-à-dire, moi, des roues, dès qu'il y a du soleil, en bas de chez moi, je vois des mecs faire des roues tous les jours, on va pas en prison pour ça. Et ils l'ont mis une peine incroyable, on dirait qu'il avait tué quelqu'un. Bon, heureusement, là, à l'heure où je vous parle, il est sorti de prison, beaucoup plus tôt que prévu, et parce qu'ils se sont rendus compte que la juge qui s'occupait du dossier, c'était n'importe quoi, c'était un truc personnel où elle avait son frère ou son cousin qui était manager, elle voulait qu'il manage Meek Mill a refusé, elle a dit ok, je vais te faire la misère et tout, elle l'a mis en prison, et finalement ils ont réussi à prouver tout ça, et il est sorti, et voilà, mais il est sorti vraiment comme un héros, parce que avant d'entrer il était bien musicalement, les gens l'aimaient à nouveau. Et là, il est sorti, on dirait vraiment le champion du peuple, il est de retour et tout. Donc, je pense que s'il fait de la grande musique, là, il y a moyen qu'il casse la baraque. Et je suis vraiment content qu'il soit remonté parce que c'est, pour moi, un très bon rappeur. Donc, voilà un peu l'histoire raccourcie de Meek Mill. Maintenant, on va parler de Wale. Wale, qui est ce rappeur de Washington, D.C., d'origine nigériane. Et qui vient d'un quartier pas très simple qui s'appelle PG. Enfin, c'est même pas un quartier, c'est une commune, un comté, PG County pour Prince George. Et comment dire, c'est un rappeur qui est un peu comme Meek Mill au niveau du grind, du charbonnage, au niveau des mixtapes. C'est un mec qui fait beaucoup de mixtapes, qui a fait vraiment beaucoup de mixtapes. Et à kicker des phases B et tout ça. Et après, il a pas l'image gangsta qu'a Meek Mill, mais en tout cas, c'est un mec qui vient des mixtapes et qui a beaucoup charbonné avant d'avoir un deal. Et à un moment, il a eu un deal. Donc, avant d'être chez Maybach Music, il était directement chez Interscope. Il avait un gros deal à l'époque. Ils avaient vraiment mis du budget sur lui parce que il avait quand même le premier single de cet album-là. Il y avait en featuring Lady Gaga. Et quand t'arrives comme ça, t'es un nouveau mec, c'est énorme. Donc, il y avait du beau monde sur l'album. Gucci Mane, de Jasmine Sullivan, ça, ils ont mis des moyens pour qu'il fasse l'album. Après, la promo, c'était pas un truc de ouf. Après, l'album aussi, il était pas dingue non plus. Il y avait des bons morceaux, mais c'était pas un album dingue. Et surtout, le titre de cet album, la traduction, c'était déficit d'attention. Et je pense que c'était prémonitoire. Pour moi, Wale, c'est le mec qui rappe bien. Ouais, c'est cool, mais on s'en fout un peu. Chez Maybach Music, tout le monde dit ouais, mais Meek Mill, qu'est-ce qu'il fait là en ce moment? Et c'est dur. Et le mec, son premier album, avant qu'il soit chez Maybach Music, s'appelle Déficit d'attention. C'est vraiment, je pense qu'il vivait. Il sentait qu'il était fort, mais qu'on lui donnait pas le crédit qu'il méritait. Et donc, il a appelé son album comme ça. Et bon, l'album n'a pas marché. Mais vraiment pas marché, hein. Il y a des petits chiffres. Il avait vendu un truc genre 30 000 en première semaine. Aux États-Unis, c'est une catastrophe, hein, vu comment le pays est grand. Et par contre, la critique, les gens disaient, c'est un bon rappeur. Rappeur à potentiel. S'il continue comme ça, il va faire quelque chose à un moment, tout ça. Vraiment, c'est ce que les gens se disaient. Il lâche pas, il fait des concerts, il refait des mixtapes, c'est comme ça, hein, l'album terminé, mixtape, tout ça. Il avait des séries de mixtapes, mais vraiment des bonnes mixtapes, qui étaient meilleures que son album, que son premier album. Hein. Malheureusement, ça arrive parfois. Et jusqu'à ce que sa musique arrive aux oreilles de Rick Ross. Là, Rick Ross décide de le signer. Mais moi, quand j'entends l'annonce que Rick Ross a signé Wale, je comprends pas en fait. Parce que Meek Mill, il a un truc gangsta que Rick Ross a aussi. Et Wale, c'est pas ça. Wale, on est dans un truc, pour moi, c'est un héritier de Tribe Called Quest, toute cette mouvance-là. Hein. Et je me dis, Rick Ross qui fait ça. Après, je me dis, ok, peut-être qu'il voit vraiment son label comme une maison de disques et où on va faire plein de trucs différents et tout ça. Au final, il sortira l'album Ambition. Et ça sera le premier disque d'or de Maybach Music. C'est incroyable. C'est-à-dire tout le monde attendait que ce soit Meek Mill, tellement il y avait une attente forte. Et c'est Wale qui fait le premier disque d'or de Maybach Music. Et
honnêtement, l'album, je l'ai kiffé. J'ai écouté, je me suis dit, putain, il m'a touché, il a réussi et tout. C'était bien. Et pour la petite histoire, il y a un morceau qui s'appelle Focus, qui est produit par Core. Core, le français. Oui. Donc moi déjà je l'applaudis Core pour le parcours et tout ça, et moi quand je vois qu'il place une prod sur Wale, je me dis putain fort. Et les bruits de couloir disent que il avait placé des prods pour Rick Ross. C'est juste que Rick Ross il enregistre plein de morceaux, et après quand il fait son petit tri pour sortir ses albums, bon il a pas retenu les morceaux de Core, mais apparemment il y a au moins 3 morceaux de Rick Ross produits par Core. Donc Core est vraiment proche de Maybach Music Group. Et il travaille beaucoup avec un mec qui s'appelle Spliff TV. Spliff TV, c'est le mec qui faisait les documentaires d'abord de Rick Ross à la vidéo. Tout doucement, il s'est mis à faire des clips aussi. Et à un moment, comme il est d'origine latine, Rick Ross il a dit bon, on va faire Maybach Music Latine. Et tu vas gérer tout ce pôle-là. Et je sais qu'il a une grosse compilation de reggaeton et trap qui est faite depuis longtemps et qui malheureusement ne sort pas, où en fait il a pris plein d'artistes latinos en featuring avec plein d'artistes de rap, et il a fait faire des collaborations et tout. Il y a 2-3 morceaux qui sont sortis et tout, et c'était vraiment bien. Et finalement non, il n'y a pas eu. Et après, pour ceux comme moi qui suivent la musique latine, il y a un clip de Lacrim à l'époque où il bossait avec Core, où il y avait un mec qui s'appelle Tempo, qui est un reggaetonero, mais KRA, qui a fait une longue peine de prison, et là il venait de sortir de prison et il se retrouve dans le clip de Lacrim. Après, les gens ils savent pas qui c'est, mais les latinos ils savent. Mais bon, comme c'est un clip de rap français, c'est pour la France, les gens ne savent pas. Moi quand j'ai vu, je me suis dit oh, il y a Tempo dans le clip. Et tout ça c'est le lien entre Core et Spliff TV et tout ça. Et pareil, il y a Yandel qui est une légende du reggaeton du groupe Wisin et Yandel. Yandel il fait un refrain sur un morceau de Lacrim. Et Yandel c'est une légende chez les latinos. Et j'espère que Lacrim sait qui c'est, ou qui s'en est rendu compte en cherchant, parce que vraiment c'est énorme d'avoir eu Yandel. Et ça c'est Core et Maybach Music, le lien qu'ils ont. Donc déjà bravo à Core. Et Wale, ensuite il sortira un autre album derrière qui s'appelle The Gift, où il y a un super morceau avec Rihanna qu'on va écouter. Là ça y est, on met les moyens sur lui. C'est le premier album à marcher. En plus c'est symbolique, il a ramené le premier disque d'or de Maybach. Et il sortira plusieurs albums, mais il va s'essouffler. Plus il sortira des albums, et plus il va retomber dans ce qu'il disait, ce déficit d'attention. Ouais, elle est cool, mais bon, on s'en fout. Et il retombe là-dedans. Et là, en ce moment, il est en plein dedans. Je sais pas comment il va revenir. Mais bon, pourquoi pas, j'y crois, hein, mais c'est compliqué. Maintenant, on va parler rapidement, vraiment rapidement, d'un artiste qui s'appelle Stali, avec une barbe incroyable. Il a plus de barbe que Rick Ross, mec. Donc voilà, c'est un mec qui nous vient de l'Ohio. De toute façon, le titre de son album, c'est Ohio. Comme ça, on peut pas se tromper. C'est un bon rappeur. C'est un mec qui a fait des mixtapes aussi. À cette époque-là, le game des mixtapes gratuits en téléchargement sur Internet, il est important. L'époque Maybach Music, c'est vraiment ça. So Wale, Meek Mill et là, Stali, c'est vraiment un bon truc pour jauger la popularité de l'artiste. On voit à combien, en plus il y a des sites comme datpiff.com, tout ça, où on voit à combien la mixtape est téléchargée et tout. Donc vraiment les gens regardaient ça, ok, donc les gens le suivent et tout. T'as un label, tu commences à suivre l'artiste, tu veux le signer et tout, donc c'est très important. Et Stali, c'est un mec qui était dans ce game de mixtape et qui le faisait assez bien. Donc finalement il signe chez Maybach Music, mais je trouve que contrairement à Meek Mill et Wale, il a pas été super bien amené. Il n'y a pas eu des projets avant qui mettaient en avant Stali. Moi, par exemple, je suis Rick Ross, je dois lancer Stali. Je sors un album un mois avant, single en featuring avec Stali, mais faut que ce soit un hit, clip, et que le morceau tourne et que tout le monde dise ce mec il est chaud. Et tu dis vous l'aimez, l'album arrive. Et je trouve qu'il n'y a pas eu ça. Ça restait dans le monde des mixtapes. Stali c'est un bon mixtape et tout ça. Il n'y avait pas de monde mainstream, tout ça, radio, télé. Il n'y avait pas beaucoup de traces de Stali. Et quand l'album sort, le premier single je trouve incroyable, on va l'écouter. Le morceau s'appelle Always Into Something. Toujours cette technique que Rick Ross a créée, hein. Prendre un artiste, faire un parallèle
Et là, le truc, c'est Always Into Something, c'est un gros hit du groupe NWA. Et en gros, le morceau de Stalley, l'instru est très West Coast. Il invite Ty Dolla $ign, qui vient de la West Coast, au refrain, pour chanter au refrain. Et voilà, le but, c'est de dire on est gangsta comme les NWA. Always Into Something, ça veut dire toujours fourré dans un sale coup. Et en gros, ils prennent pareil plein de titres des NWA et ils en font un texte pour le refrain. C'est vraiment ce que Rick Ross a toujours fait, sauf que là, c'est Ty Dolla $ign qui le fait. Et il y a toujours cette technique. Le morceau, il est énorme. Mais il n'y a pas l'engouement sur Stalley. Donc l'album ne marchera pas. Et il quittera Maybach Music. Là, il est là. Il est retourné dans son game de mixtape. Mais en tout cas, son prochain album ne sortira pas chez Rick Ross. C'est clair et net. Et voilà. En tout cas, c'est un bon artiste. Et pour moi, au niveau du marketing, ils l'ont pas assez bien travaillé. C'est ce qui fait que sa carrière chez Maybach Music est très courte. Et que j'ai pas grand chose à dire sur lui. À part que son album, il y avait des choses bien. Et un peu... C'est-à-dire sur le même album, il fait un morceau avec Ty Dolla $ign qui a un peu un hommage à NWA. Le morceau il est West Coast, il est très gangsta et tout. Et sur le même album, il a un morceau avec De La Soul. Ça n'a rien à voir. Et le grand écart, et c'est un peu le truc qui fait que j'ai un peu de mal à suivre. Je sais pas trop où il veut aller. Maintenant, comme je le disais, j'ai cité Hubert, donc vous avez bien compris qu'on allait parler de R&B. Il y a Omarion du groupe B2K qui à un moment donné a signé chez Maybach Music. Bon, je dis qu'il a signé, mais il a toujours pas sorti d'album. On attend toujours. L'album a été annoncé, repoussé maintes et maintes fois, et il a été un peu laissé à l'abandon. Alors, il s'est retrouvé quand même sur 2 compilations self-made, où il a eu le droit à un morceau solo, à un autre avec Rick Ross en featuring. Et c'est cool, et ça l'a remis, il y a eu des clips, ça l'a remis bien, et Rick Ross avait vraiment l'air de croire en lui, quoi. Il se disait, voilà, on le bosse, on fait des clips, tout ça. Et moi j'étais content parce que j'ai toujours aimé B2K, je me disais, c'est bien, Omarion, il est pas mort, il va continuer, il va faire ses choses. Sauf que après ça s'est essoufflé, et on sentait carrément un Rick Ross qui ne s'occupait plus du tout de lui. Et jusqu'à ce que les gens se demandent s'il était toujours signé chez Maybach Music. Et c'est lui qui a dit, ouais, je suis toujours. Et mais bizarrement, il y avait rien, il se passait rien. Sauf qu'un jour, en tout cas lui, s'est toujours débrouillé lui avec son équipe. Faut savoir qu'avec B2K, il était signé sur un label qui s'appelle TUG, qui est le label de Chris Stokes. Et Chris Stokes, c'est un mec qui est là depuis longtemps dans la musique et qui connaît vraiment le métier, qui a réussi à faire exploser B2K, sachant qu'avant il s'occupait d'un groupe qui s'appelle Immature, un autre groupe de R&B où il y avait Marques Houston qui est le frère d'Omarion. Donc tout ça c'était assez familial, et surtout il a un savoir-faire au niveau du R&B, donc il a une équipe, il a une vraie équipe derrière. Donc au moment où Rick Ross ne s'occupait plus de lui, il s'est retourné vers cette ancienne équipe et on lui a filé des coups de main. Et surtout Omarion, c'est un mec de Los Angeles. À ce moment-là, il y a Chris Brown qui a déménagé du sud et qui est venu vivre à Los Angeles, qui vit toujours aujourd'hui. Chris Brown et Omarion, ils étaient un peu dans la même catégorie. Ils étaient jeunes, chanteurs d'R&B, et ils dansaient. C'était des grands danseurs. C'est toujours des grands danseurs. Donc ils sont devenus potes. Et en plus, Chris Brown, en venant à Los Angeles, ils se voyaient souvent. Et puis il y a Jhené Aiko, qui est produite à la base par Chris Stokes de TUG. Ce producteur qui produisait donc B2K, Immature, tout ça. Ça, c'est la même famille Mila J, dont je suis amoureux, je le dis clairement, qui est la grande sœur de Jhené Aiko. Donc, tout ça, c'est la même famille, en fait. Donc, à ce moment-là, Omarion fait un morceau qui s'appelle Post to Be, featuring Chris Brown et Jhené Aiko, où il y a une petite mélodie qui reprend de Murder, She Wrote de Chaka Demus and Players, gros morceau classique de dancehall. Voilà. Mais il fait vraiment tout de son côté. Il fait le clip. Et comme il y a Chris Brown, qui est une star, Jhené Aiko, qui est la chanteuse montante, le morceau, il est joué partout en radio. Ils font le clip il est pris partout. Le morceau fait disque d'or, sans Rick Ross. Ça veut dire Rick Ross n'a pas bossé dessus. Il faut le dire quand même. Omarion, toute l'année, quand ce single sort, il est en show. Il fait des showcases dans des boîtes, fait des concerts et tout. Il gagne de l'argent pendant 1 an non-stop. Il a le morceau numéro 1 au top R&B. Le morceau numéro 1 du R&B, c'est Omarion qui l'a. Même s'il y a Chris Brown et Jhené Aiko avec, c'est lui qui l'a.
Maintenant, Jhené Aiko y est pour beaucoup aussi. Bon, Chris Brown avec sa notoriété, mais Jhené Aiko, il me semble que dans les lyrics, elle dit oui, j'aimerais que tu me croques les fesses comme des chips que tu achèterais dans une épicerie. Je dis des chips, c'est pas exactement des chips, mais elle dit groceries, mais en gros de la bouffe qu'on achète à l'épicerie. Et les gens ont adoré qu'une meuf puisse dire ça. Moi personnellement, Jhené, tu n'as pas de fesses. Donc, c'était un peu malvenu. Mais, comme tu es jolie, les gens se sont dit, c'est super, c'est bien, on adore. Et c'était la punchline, en vérité, du Eat the booty like a grocery. C'était la punchline du morceau. Et ça a profité au Marion. Le morceau est disque d'or, sans que Maybach Music ait vraiment travaillé dessus. Mais, quand on regarde les crédits, ça sort chez Maybach Music. Et voilà. Et c'est ce qui a relancé Omarion. Donc du coup, Rick Ross il dit hop, il y a un truc sur toi, on est reparti. Ils font un album, ils l'enregistrent, ils envoient des clips, des singles avec un morceau dont j'ai oublié le titre, un clip tourné en Afrique du Sud, un espèce de safari avec une rythmique un peu afro. Le morceau tue, tout machin. La date de l'album est annoncée. Mon pote Hubert et moi on s'appelle. T'as vu? Il a annoncé la date, on est comme des fous. Rien. Mais genre repoussé, à une semaine de la sortie. Hein. Non, c'est pas pour tout de suite, c'est repoussé. Et là, depuis, on n'a plus de nouvelles de cet album-là. Il envoie des singles de temps en temps au Marion, mais le truc, il a un peu retombé et ça m'énerve. Parce qu'il y avait vraiment un gros coup à jouer quand t'as eu le single numéro 1 R&B. Normalement, tu enchaînes un album derrière et je trouve que Rick Ross, il a loupé le coche, mais ça correspond un peu à la carrière de Rick Ross en tant que rappeur, là dernièrement, où il a du mal à faire des hits, il a du mal à vendre ses albums ne marchent plus et tout, et j'ai l'impression qu'il a perdu le mojo, comme on dit, aussi bien en tant que rappeur qu'en tant que producteur. Quand je dis en tant que rappeur, il rappe toujours bien, là son dernier album, il y a des super morceaux, mais ce que je veux dire, faire des hits, avoir du succès, il a perdu le mojo, aussi, que ce soit aussi bien en tant que rappeur que producteur. Et ça m'énerve un peu, mais voilà, au Marion, on va écouter 2 morceaux pour terminer l'émission, mais tout ça pour vous dire que Rick Ross, même si finalement ça a pas été Maybach Music, ça a pas été long en termes de succès. Le label existe toujours, je précise. Même si ça a pas été long en termes de succès, c'est intense. Et puis surtout, ils ont toujours Meek Mill. Et Meek Mill, le dernier album en date a marché. Au final, tous les albums de Meek Mill ont marché. Le premier a marché à la longue. Le deuxième a marché à la longue, mais parce que Meek Mill l'a bien voulu avec son embrouille avec Drake. Et le troisième, il est revenu de l'enfer. L'album a marché. Et là, comme je l'ai dit, il sort en superstar, en champion du peuple. Donc, il y a un moyen que ça marche toujours. Donc, le label existe toujours parce que Meek Mill fait du chiffre quand même. Et j'espère que Rick Ross trouvera une formule pour lui revenir. Mais libérez la musique d'Omarion, s'il vous plaît. Donc c'était Rouler avec Driver, spécial Maybach Music Group. Il fallait le faire parce que même si c'était court, c'était intense.